Et donc, on ne s'autoproclame pas agence web la Minorité de France. Ce sont ces tiers de confiance qui effectivement le disent. Et donc, comment finalement on y arrive? Bah, moi, je pense que c'est par la techno, deux par la culture. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Alexandre. Salut Vincent. Écoute, bienvenue sur cet épisode d'Harmony Inside. Je suis hyper content de pouvoir le faire avec toi. Moi aussi, je suis ravi. Merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie. Merci aussi à Caroline qui nous a mis en relation. Alors du coup, trêve de politesse, Alexandre, je vais te poser une super question traditionnelle des débuts de podcast qu'en général les invités adorent. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs ? Bien sûr. Donc je m'appelle Alexandre Bonetti. Je suis ingénieur de formation. Je suis le fondateur de Simple et Beau, qui est une start-up dont la mission c'est de créer des sites internet pour les entreprises de façon scalable dans toute la France pour les aider à développer leur activité. Voilà. Donc on a partiellement automatisé le métier traditionnel d'agence web qui permet de proposer un service totalement clé en main pour les entreprises qui n'ont pas envie de créer leur site elles-mêmes via des outils. Voilà. Et donc on a 7000 clients dans toute la France et on est une équipe de 70 personnes aujourd'hui. Et effectivement, de ce que j'ai compris, c'était une très belle croissance. Mais la question qui m'est venue au début, c'est pourquoi t'être lancé sur un secteur qui est aussi concurrentiel que les agences web, parce qu'il y en a quand même énormément, je pense, en France et à fortiori en Europe, parce que c'est là où tu veux aller plus tard. Donc pourquoi tu t'es dit je vais aller là-dedans, et après on va parler de ta différenciation dans ce secteur-là. Bien sûr. Alors, en toute, une de nos valeurs, c'est la transparence. Du coup, je vais te donner la genèse finalement de ce projet. En fait, on a commencé à entreprendre avec mes chers associés sur un tout autre projet qui n'avait strictement rien à voir. Et en fait, ce projet initial ne marchait pas du tout. Et donc, pour survivre, on s'est mis à faire des sites internet à la main, comme une agence web classique finalement, parce que c'est ce qu'on savait faire aussi en sortant d'école d'ingé. Et ça, par contre, ça marchait très bien. Et c'était assez répétitif de faire des sites internet pour des entreprises. C'était pas hyper intéressant. Du coup, on a décidé de l'automatiser pour nous focaliser sur le projet initial, qui ne marchait toujours pas. C'était quoi le projet de départ du coup ? Alors, le projet initial, c'était une plateforme pour mettre en relation des marques et leurs clients ambassadeurs à qui, en fait, les marques pouvaient donner des cadeaux en échange de promotions sur les réseaux sociaux. C'était un peu une plateforme d'influence, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. On n'a pas réussi à le développer. Et donc, finalement, en fait, en automatisant la création de sites, ça, par contre, ça s'est mis à cartonner. Donc, ce qui était en fait notre projet un petit peu de côté, notre projet qui nous permettait de survivre, au bout de 1 an et demi, est devenu notre projet principal via un pivot. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'automatiser de façon très poussée le métier traditionnel d'agence web pour proposer un rapport qualité-prix assez imbattable à nos clients. Et donc, finalement, c'est ça la genèse. C'est le fait d'avoir trouvé un marché, d'avoir trouvé une demande donc c'est pas du tout une approche top-down, entre guillemets, où on a étudié le marché, etc. Non, on a voulu survivre en tant qu'entrepreneur. On a trouvé quelque chose qu'on arrivait à vendre. Et ensuite, en fait, on s'est engouffré dans un marché sur lequel on a vu qu'il y avait une place à prendre pour une agence web clé en main qui fait tout pour les clients, mais de façon scalable et la plus automatisée possible. Du coup, justement, c'est ça ma question d'après, c'est comment tu fais pour rendre ce modèle scalable et l'automatiser ? Parce que pour moi, une agence web, tu vois, très naïvement, c'est tu rencontres un client, tu prends un brief, tu lui fais son site web, il te fait des retours, etc. Tu recommences et jusqu'à ce qu'entre guillemets, il soit content de ton site web. Enfin, c'est une prestat de service hyper classique. Et en général, les gens j'ai tendance à penser que tu veux ton site web et pas le même site web que tes 30 millions de concurrents, quoi. Bien sûr. Donc, comment t'as réussi à gérer ça ? Alors, déjà, t'as bien décrit ce qu'était une agence web. Souvent, on nous compare un petit peu au Wix, WordPress et compagnie.
Et déjà, je commence souvent par dire que il faut bien distinguer en fait les logiciels self-service qui imposent finalement au client de faire le travail lui-même. Donc ça, c'est pas du tout notre positionnement. Ça, carrément, ouais, c'est des outils, quoi. Voilà, c'est pas du tout notre positionnement. Nous, nos clients, ce sont des gens dont le temps est précieux et donc qui ont envie de sous-traiter en fait cette partie. Et effectivement, le positionnement agence web, c'est on fait les choses au maximum pour le client. Et donc, finalement, comment on automatise ? Eh ben, en fait, on commence par faire les choses à la main, comme une agence web classique. C'est exactement ce que tu as décrit, hein. On pose des questions aux clients, etc. Et petit à petit, grâce à nos connaissances informatiques et finalement à notre appétence pour l'automatisation, eh ben on automatise tout ça. Donc tu vois, par exemple, le brief client aujourd'hui, c'est un questionnaire de 60 questions que le client répond en fait, auquel le client répond en ligne. Sont des questions qui sont spécifiques à son code NAF. Donc l'avocat aura pas du tout les mêmes questions que le cabinet de conseil ou que l'artisan, etc. Derrière, en fait, à partir des réponses du client, on va être capable de générer automatiquement 4 propositions de site internet qui sont strictement uniques pour ce client. Donc on n'a pas des templates, on a en fait un générateur automatique de design avec des grosses bases de données en fait. De textes, d'images, de police, de règles qui permettent de générer finalement des sites strictement uniques. Donc on lui génère 4 propositions de sites internet strictement uniques. Le client choisit la maquette qu'il préfère parmi les 4. Et après, seulement à ce moment-là, on a de l'humain qui entre en jeu pour une phase d'aller-retour illimité sur cette maquette, pour aboutir finalement à un site qui plaît parfaitement et qui est strictement unique pour un client donné. Donc on a automatisé à peu près 70% du travail, entre 70 et 80% du travail d'une agence web, tout en gardant une fine couche de service au-dessus. Et donc on a des experts qui se focalisent sur ce qui a le plus de valeur pour le client, c'est-à-dire le conseil, le référencement, la finalisation des petites finitions finalement sur le site. Et voilà, donc on a le meilleur de l'automatisation et le meilleur du service pour nos clients professionnels. Mais ce que j'allais dire, tu es complètement dans une logique de 80-20 en fait, et du coup ça te permet d'offrir du service client, des allers-retours illimités, ce qui au final va te permettre d'avoir une expérience client qui va sûrement être meilleure que la plupart des agences web de ton marché. Et ce qui est même justement au sujet d'après, hein, enfin, tu vois, pour moi les agences web c'était vraiment une espèce de jungle, et en fait du coup je vois en découvrant Simplébo que tu es l'agence web la mieux notée de France, ce qui est quand même pas rien, je pense, pour toi. Alors, du coup, comment est-ce que tu arrives à te différencier autant sur un marché qui est aussi saturé que celui des agences web ? Alors déjà, effectivement, on est assez fiers finalement de ce que nos équipes ont réussi à réaliser en termes de satisfaction client. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce sont des tiers qui nous évaluent, comme Trustpilot, comme les avis Google, etc. Et donc on ne s'autoproclame pas agence web la mieux notée de France. Ce sont ces tiers de confiance qui effectivement le disent. Et donc comment finalement on y arrive ? Moi je pense que c'est 1 par la techno, 2 par la culture d'entreprise qui nous permet en fait de proposer une expérience client qui est surprenante en fait pour les clients. Ils sont pas habitués en fait à avoir une telle bienveillance, une telle réactivité. Et ça fait partie de notre ADN entre guillemets. Et les clients sont surpris en fait par ce qu'on fait que les autres ne font pas. C'est un peu l'extra mile qui fait la différence. C'est un petit peu, tu sais, quand tu vas au resto, et en fait, t'as le resto qui t'apporte pas d'attention, puis t'as le resto où en fait t'as un petit amuse-bouche, et puis quand il t'apporte ta note, t'as un petit bonbon. Et puis si ta femme est enceinte, ils vont faire attention à lui proposer certains plats et pas d'autres. Et puis si tu vois, et en fait ce sont des tout petits trucs, mais qui sont tellement importants en fait dans l'expérience client, et que nous chez Simplébo on a multiplié au sein du parcours client. Voilà, c'est ça je pense qui fait la différence.
avec les outils self-service où le client il est seul face à son ordinateur, et aussi la différence par rapport aux agences web un peu préhistoriques qui n'ont jamais vraiment bien digitalisé, automatisé ce qu'elles faisaient, ni pris l'angle de la satisfaction totale des clients. Ouais, du coup, cette culture entreprise hyper axée sur la satisfaction client, en fait, t'en fais un avantage concurrentiel. Mais comment t'as fait? C'est un truc qui a toujours été là? Parce qu'en plus, ta boîte grossit, etc. T'as recruté pas mal de monde ces derniers temps. Donc, ouais, comment est-ce que tu t'es posé cette question-là de la culture entreprise et comment est-ce que tu fais pour la diffuser partout? Parce que j'imagine que c'est plus toi qui gères tous tes clients en direct, quoi. Ouais. Alors effectivement, au début, en toute transparence, nos valeurs, notre culture, c'était des mots sur un mur. Voilà, Hmm. comme beaucoup de boîtes, on a pris une photo, on était content. Et ça, c'était le niveau zéro entre guillemets de la culture d'entreprise. Et en fait, petit à petit, on a rendu les choses explicites. On a traduit ça dans tous les pôles de l'entreprise, donc dans le recrutement, dans tout ce qui est RH, dans le positionnement de notre offre, dans notre site internet, dans notre communication, dans notre relation avec nos clients. Et en fait, il y a une espèce de cohérence dans tout ce qu'on fait, sous la lumière de nos valeurs qu'on a explicitées. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on prend une décision, et en fait, en une journée, on prend Tu 50 prends beaucoup décisions. de décisions. Bien Voilà. sûr, Et ouais. ben en fait, on les prend toujours à la lumière de nos valeurs qu'on a explicité une bonne fois pour toutes dans un document qui est un petit peu la bible de Simple et Beau et qui donne notre grande ligne directrice. Donc on a 4 valeurs qu'on a explicitées et qui en fait guident finalement nos décisions, qu'elles soient RH, marketing, commercial, financière. Voilà. Je vois tout à fait. Et effectivement, c'est génial. C'est ce qu'on prêche nous aussi en termes d'harmonie et de cohérence d'ensemble à 360 degrés. Et puis j'imagine que c'est un cercle vertueux qui s'entretient en fait. Enfin, au début, tu bosses beaucoup dessus jusqu'au moment où le truc devient hyper intégré et continue. Enfin, tu peux plus très vite sortir de ce système, quoi. C'est un système qui va réagir dès que tu prends une décision qui est entre guillemets incohérente, quoi. C'est ça. Et en fait, je crois pas. Je suis ingénieur. Je crois beaucoup au système. C'est-à-dire que si tu formes les gens sur tes valeurs, c'est bien. Mais le problème, c'est que ton équipe, elle va changer, elle va évoluer, elle va grandir. Et donc, si c'est que entre guillemets de l'humain, au bout d'un moment, on risque de perdre la maîtrise, on risque de perdre quelque chose en fait de notre culture. Et donc nous, on a souhaité carrément l'intégrer dans le système. Et donc comment ça se traduit? Je peux te donner quelques exemples. Ouais, carrément. C'est par exemple dans notre recrutement, et ben en fait on a formalisé un appel de filtrage dédié aux valeurs. C'est-à-dire que on a des tests que les candidats ne se rendent pas compte que ce sont des tests, mais qui nous permettent de vérifier leur adéquation avec nos valeurs. Donc on sait aujourd'hui comment. Donc aujourd'hui on a 4 valeurs ambition, bienveillance, fiabilité et transparence. Et donc on a un call où on va pas parler des compétences techniques du client, de son parcours, etc. On va juste discuter et on va essayer finalement d'évaluer le respect de nos valeurs de ce candidat. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, au moment des évaluations annuelles ou des promotions, et ben en fait, il y a une première partie du rendez-vous RH qui est sur la performance et le deuxième rendez-vous qui est sur l'incarnation des valeurs. Donc on les prend une par une et on voit, ok, alors sur la valeur ambition, est-ce que tu as été au rendez-vous ce trimestre? Alors moi j'ai vu que tu avais fait ci, ça, que tu n'avais pas fait ça, donc sur la valeur ambition, tu es plutôt à temps. Et donc en fait ça fait partie Ouais, carrément. du process RH. Je te donne un dernier exemple. Tous les mois, on détermine des rockstars chez Simple et Beau qui incarnent le mieux nos valeurs. Et donc, c'est un travail que je fais et que les managers font aussi, d'identifier ces petits comportements dans l'entreprise des uns et des autres et qui illustrent parfaitement nos valeurs.
Ça peut être des tout petits trucs, hein, mais en fait qui sont révélateurs finalement de la personnalité de quelqu'un. Et ça, en fait, ça crée une ambiance, une boule de neige qui fait que tous les managers, tout le monde se réfère aux valeurs pour faire des compliments ou pour faire des feedbacks constructifs quand il y a un problème à régler. Et ben en fait, ça se fait toujours à la lumière de nos valeurs, qui est cette espèce de religion supérieure auquel on peut référer pour faire du feedback. Ouais, c'est juste de paix quand tu prends tes décisions, etc., quoi. Exactement. Et donc il y a rien de personnel, c'est nos valeurs qui sont comme ça, et c'est un outil de management qui est hyper puissant. Et justement, t'as beaucoup recruté, enfin, t'as une boîte qui est en super croissance depuis que tu fais un tâche d'automatisation. T'as dû faire, je crois que tu fais 50% par an de croissance, c'est ça? Oui, cette année, on fait 60, donc plus de c'est pareil, 60. plus de 60. Et c'est pareil, tu recrutes beaucoup de monde, t'as quasiment doublé tes effectifs l'année dernière. Comment tu fais, entre guillemets, pour que cet afflux de nouvelles personnes qui viennent aussi avec des valeurs, des attentes, etc., ça dilue pas justement les valeurs? Est-ce que tu t'en reparles avec eux? Est-ce que tu les revisites avec eux pour savoir si elles sont toujours pertinentes? Ou Oui, alors déjà, elles ont été déterminées effectivement avec les équipes. Tous les 2 ans minimum, on refait un travail où on re-challenge nos valeurs avec les équipes. On refait la Bible, en fait. Ok. Bon, on l'a refait une fois pour l'instant, parce qu'on n'est pas non plus si vieux que ça. Et en fait, comment on fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est dans le système. C'est dans le recrutement, dans l'onboarding, dans les évaluations, tous les mois lors des The Awards pour les rockstars. C'est un travail continu qui ne doit jamais s'arrêter et dont le retour sur investissement n'est jamais immédiat, puisque quand tu mets en place les valeurs, en fait, ou même la culture, en fait, c'est un coût de temps. Complètement. À court terme. C'est-à-dire que concrètement, on a fait tellement de travaux, tellement de formations, de brainstorm, etc. Au bout d'un moment, je me disais, mais c'est dingue le temps qu'on y passe. Est-ce que c'est pas pipeau cette histoire? Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que au bout de 6 à 12 mois, on voit un ROI exponentiel sur l'implication des équipes, sur les prises de décision, la pertinence des prises de décision. Moi, je me suis rendu compte qu'on avait gagné quand en fait un manager a rompu une période d'essai, a arrêté une période d'essai en me disant écoute Alex, ce candidat là qui est chez nous depuis 3 mois, il performe hyper bien. Par contre, il n'est pas en adéquation avec notre valeur transparence. Pour telle et telle et telle raison. Et là, je me suis dit, on a gagné. On a gagné. C'est plus moi qui incarne les valeurs, c'est l'équipe. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, la Bible, le ROI, cet investissement nous permet aujourd'hui de lâcher les rênes en tant que fondateur sur les prises de décision de ce type-là, parce que les gens ont bien compris qu'ils avaient intérêt finalement à incarner les valeurs et à en faire un moteur de décision, un outil de décision hyper important. Ouais, donc chacun y a intérêt et du coup tu t'observes que en gros ton équipe est plus alignée et prend des décisions qui sont plus cohérentes, quoi. Et est-ce que c'est un truc que tu appliques aussi sur tes clients? Parce que c'est souvent là que le bas blesse. J'ai toujours tendance à dire mais il faut aussi que vous soyez capable de refuser des clients qui partagent pas vos valeurs, parce que en fait c'est ces clients-là qui vont prendre énormément de temps, qui vont pas apprécier la manière dont vous travaillez. Enfin ça va être compliqué et finalement le coût par rapport à ce que ça va vous rapporter va être énorme, quoi. Est-ce que c'est des questions que tu te poses aussi, toi, de prendre des clients ou d'arrêter de travailler avec des clients qui sont pas, entre guillemets, en résonance avec tes valeurs? Alors oui, c'est très dur, c'est très très dur, mais effectivement, quand ça arrive hein, qu'on ait en fait des clients qui soient de mauvaise foi, hein, ça arrive parce que sur 7000 clients, t'as forcément des gens qui sont spéciaux, quoi, hein, entre guillemets. Heureusement, l'immense majorité, ils sont vraiment adorables et tout se passe bien. Mais effectivement, et là, il y a une question à se poser de protéger notre équipe finalement, parce que
ils sont un peu assis entre deux chaises. Hein, nos coéquipiers, ils ont envie de bien faire, etc. C'est difficile quand tu es par exemple en charge d'une relation client d'envoyer bouler un client ou quand tu es commercial de refuser une vente parce que tu sens que ça va pas coller. Et donc oui, ça m'est arrivé de dire effectivement à nos équipes, bon, on va arrêter de travailler avec ce client parce qu'en fait, c'est pas dans notre intérêt au regard de nos valeurs de travailler avec ce client. Ça va nous épuiser plus qu'autre chose. Donc oui, ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Ce que je peux te dire par rapport aux clients, c'est que d'un point de vue commercial, les valeurs s'incarnent aussi. Il faut qu'il y ait une cohérence. Par exemple, on a une valeur transparence. Mhm. Bah, on est peut-être une des seules agences web à afficher nos tarifs publics sur notre site de façon extrêmement détaillée. 99% des agences, c'est un formulaire de demande de devis. Et après, en fait, on se demande si c'est à la tête du client ou si c'est voilà. Donc nous, on a fait un gros travail pour formaliser une grille de tarifs. Et donc notre valeur transparence, on l'incarne en interne, mais on l'incarne aussi vis-à-vis de notre positionnement commercial, de notre site internet, etc. Donc quand, par exemple, cette question s'est posée, est-ce qu'on affiche notre site, nos tarifs sur notre site internet? Et ben en fait, la personne qui était en charge de ça, et ben en fait, elle a pris notre bible de valeurs, elle a dit ok, la valeur transparence c'est quoi? Bah c'est ça implique finalement d'être 100% transparent sur nos tarifs et donc la décision a été prise assez facilement finalement. Voilà. Oui, complètement. Et du coup, en même temps, t'as bâti le produit qui te permet de faire ça en automatisant au maximum ta solution, ce qui te permet du coup de donner plus de visibilité sur tes tarifs, etc. Donc ouais, t'as vraiment bâti ce système hyper cohérent. Et du coup, ce travail assez génial que t'as fait sur ta culture, en fait, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait le faire? Tu l'as fait dès le début, ou il y a eu un élément déclencheur à un moment donné dans ton aventure qui a fait que tu t'es dit là, il faut que je prenne le temps, que j'écrive ça, que je le formalise, quoi. Ouais, effectivement, il y a eu un événement déclencheur. C'est le moment où il y a eu un niveau de management intermédiaire entre les fondateurs et les équipes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu as un sentiment de perte de contrôle sur la culture de l'entreprise, puisque tu n'as plus, il y a une partie de l'équipe que tu n'as plus en direct. Et donc, créer des valeurs, créer cette Bible, pour moi, ça a été un outil assez incroyable pour finalement perpétrer certains réflexes, certaines règles de management et de recrutement pour finalement ces managers intermédiaires et pour finalement leur donner une totale autonomie tant qu'ils sont dans l'esprit des valeurs. Voilà. Et c'est au moment où on a recruté le premier manager intermédiaire que je me suis dit oulala, il y a deux façons de gérer ce virage, cette étape. C'est soit de faire du flicage, c'est-à-dire d'essayer de tout contrôler, etc. Ce que je voulais absolument pas faire, soit de créer un cadre dans lequel ces managers peuvent évoluer librement. Et pour moi, le cadre, c'est justement cette culture d'entreprise et ses valeurs. Pour moi, souvent, je symbolise les valeurs par finalement un carré avec 4 côtés, et on a nos 4 valeurs. Et en fait, ce que je dis aux gens, c'est tant que vous êtes dans le carré, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et finalement, ça marche plutôt bien. Ouais, complètement. Bah, c'est le terrain de jeu, quoi. Et dedans, ça te permet de leur laisser une certaine autonomie. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi un super outil pour toi en tant que fondateur et que CEO pour être capable de passer à l'étape d'après dans ta posture et dans ton développement. Parce que j'imagine que c'est pas simple pour toi aussi, quoi. Il se passe des trucs chez toi quand tu vois ta boîte grandir. Enfin, tu changes régulièrement de rôle et régulièrement de posture, quoi. Ah mais ça c'est clair. C'est ça qui est beau en plus dans l'entrepreneuriat, c'est que le rôle de CEO d'une boîte de 10, c'est pas du tout le même qu'une boîte de 20, c'est pas du tout le même qu'une boîte de 30, etc. Et donc en fait j'ai l'impression de changer de boulot finalement tous les ans. Et je pense que c'est pour ça que, enfin c'est un bonheur et en même temps c'est un challenge assez incroyable. Bah oui, forcément, ouais.
Et oui, et c'est important à mon avis, de rencontrer d'autres CEO qui sont à l'étape d'après pour échanger avec eux et se rendre compte de comment ton propre poste finalement va évoluer. Voilà. Et toi, justement, aujourd'hui, t'en es où là-dedans? Bah, écoute, je suis en perpétuelle évolution. Là, je suis à une phase en fait où je suis en train d'arrêter finalement, de diminuer mon contrôle sur les opérations. Donc, on a fait des recrutements clés de personnes en qui j'ai totale confiance pour que je puisse sortir totalement, aller à 90% du quotidien pour pouvoir finalement prendre de la hauteur, aller chercher des financements, gérer nos relations externes, être un petit peu le pilote qui va regarder loin devant et pas les pédales, quoi. Donc en fait c'est ça mon challenge en ce moment. C'est assez dur parce qu'en fait tu vois quand t'es une petite boîte, quand t'es CEO, tu dois tout contrôler, tout maîtriser. Chaque dépense compte, chaque euro que tu dépenses c'est ton argent. Donc t'es dans une phase d'hyper contrôle. Tu veux créer une culture de l'économie, etc. Parce que nous en plus on a une culture bootstrap où Ouais, on va en parler. on mesure le ROI de chaque action. Et puis là en fait je dois être un peu schizophrène parce que je dois passer dans une posture totalement différente où je donne les clés du camion à des gens en qui j'ai confiance, dans un cadre avec des objectifs clairs, hein, mais je ne veux plus rentrer dans le micromanagement et dans l'opérationnel. Et donc c'est une transition qui est hyper intéressante. Ouais, et justement, je t'entendais parler sur un autre podcast sur Méthode to Scale, je crois, du principe de Peter. C'est qui, en gros, si je me trompe pas, dit que chacun va évoluer dans une entreprise ou une organisation jusqu'en gros à atteindre son niveau d'incompétence maximum, quoi. En gros, où tu stagnes et t'arrives plus, et t'es plus au bon endroit. L'exemple typique du gars qui était très bon pour réparer des voitures, par exemple, et le jour où il doit manager une équipe de mécanos, bah, il y est plus. Comment tu fais pour toi l'éviter dans une boîte qui croît aussi vite, pour toi évidemment, mais aussi pour tes employés, quoi, parce qu'ils vont eux-mêmes devoir prendre de plus en plus de responsabilités, j'imagine. Comment Effectivement, tu gères ce truc-là? ouais, donc principe de Peter, je réexplique très très synthétiquement. Ça dit que tant que t'es bon, bah forcément t'évolues vers le haut. Et puis le jour où t'es plus bon dans ton poste, bah t'évolues plus parce que forcément t'es pas bon, donc on va pas te donner une promotion. Et du coup tu stagnes à une position où t'es pas bon. Et donc la nature fait que dans une organisation, bah finalement tout le monde évolue jusqu'à son niveau d'incompétence et finalement t'as plus que des incompétents à tous les postes. Bon, c'est une caricature, mais c'est pour Oui, rendre les on te le choses souhaite en tout cas. c'est pour rendre les choses compréhensibles. Et donc dans ce livre, il dénonce finalement cet état dans les organisations publiques, les grosses boîtes, etc. Et donc nous, comment on contre ça? Déjà, premièrement, c'est que on explique aux gens quand ils arrivent, hein, que quand t'es dans une boîte qui grandit vite, le simple fait de rester à ton poste, c'est une évolution. Je prends l'exemple d'un manager commercial. Si t'es manager commercial d'une équipe de 3 sales, de 3 commerciaux, si l'année d'après t'en manages 15, bah en fait, t'as pas changé de poste, mais t'as eu une promotion, en quelque sorte. Oui, c'est plus le même job que tout à l'heure. C'est déjà un défi de toujours être la bonne personne pour ce poste. Et donc, il faut le voir comme ça. Donc, t'as une notion de gestion des attentes des gens qu'on recrute, en leur expliquant que déjà, rester à leur poste, surtout quand t'as une dimension de management, c'est déjà, entre guillemets, une évolution forte. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que chez Simple et Beau, on valorise autant les experts et les managers. C'est-à-dire que on dit aux gens, quand vous rejoignez Simple et Beau, ce sont des cycles de 3 ans ou de 2-3 ans sur un poste. Et après ces 2-3 ans, il y a plusieurs possibilités. Soit tu évolues vers un poste d'expert, parce que ça te plaît bien, parce que tu veux avoir de la seniorité sur un poste. Soit tu évolues vers un poste de leader, de manager. Et dans beaucoup de boîtes, on valorise beaucoup plus les leaders que les experts. Et ben chez Simple et Beau, c'est pas du tout ça. Pour nous, un senior sur un poste,
il a autant de valeur que le leader. Et donc en fait, on leur explique qu'il y a ces deux branches finalement, ces deux dimensions d'évolution, et que dans nos rémunérations, dans toutes nos rétributions, toute notre reconnaissance aussi, ce sont des branches qui sont qui ont la même valeur finalement, et qu'il ne faut pas être omnibulé par le fait d'être manager. Au contraire, c'est une grande difficulté d'être manager, c'est énormément de contraintes. Et tout le monde ne s'épanouit pas là-dedans. Donc, on résout aussi le problème de Peter en disant aux gens, ne devenez pas forcément manager. Voilà. Et troisième clé, c'est accompagner les gens vers la sortie. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est plus bon à son poste, ou quand quelqu'un a fait le tour de son poste, il faut absolument l'accompagner vers la sortie avec la tête haute. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que parfois c'est dans l'intérêt de la personne, bien qu'il soit bon, c'est dans l'intérêt de la personne de partir de Simple-et-Beau pour faire une autre expérience, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour lui chez nous. Et donc, on a une grande transparence avec les gens quand ils arrivent, et en leur disant, écoute, voilà, au bout de 3 ans, il est possible que tu aies fait le tour du poste, que tu n'aies pas envie de devenir expert, qu'il n'y ait pas de position de manager de disponible. Et donc, écoute, tu partiras peut-être de Simple-et-Beau avec une très belle lettre de recommandation. On va te recommander à d'autres boîtes avec qui on travaille et avec qui eux nous envoient aussi pas mal de gens, etc. Et on démystifie, on rend pas grave finalement le fait de quitter Simple-et-Beau. Et ça fait partie de nos valeurs, d'avoir cette transparence et en toute bienveillance d'accompagner des gens vers la sortie lorsque c'est dans leur intérêt et souvent dans le nôtre, qui change d'aventure, quoi. Donc et je trouve que c'est très bien. En vrai, oui, pour le coup, je suis complètement d'accord, c'est assez incroyable, je m'attarde un peu là-dessus. Parce qu'en fait, ce concept, on parle d'offboarding, tu vois, mais c'est toujours un truc qui est hyper émotionnel, quoi. Et c'est vrai qu'on dit souvent, t'entends souvent des CEO dire, oui, ce sont les gens avec qui tu fais passer ta boîte de, je sais pas, de 1 à 10 seront pas les gens avec qui tu feras passer ta boîte de 10 à 50. Et c'est un truc qui se vérifie en général, mais qui a une charge émotionnelle qui est super, super forte, quoi. Donc toi, tu le dis, dès que les gens arrivent, en gros, chez nous, ça se passe comme ça, c'est possible que tu partes, no hard feelings, quoi. Alors en fait, on a mûri sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au début, nos premiers recrutements, j'avais pas cette vision. J'étais en mode, les gens qu'on recrute, c'est à la vie, à la mort. On est parti jusqu'à l'IPO ensemble. Ouais, ça, on est une famille, etc. Tu vois, c'est Voilà, tout mais souvent, quoi. au début, on avait cet ADN, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était dans l'intérêt de personne. Ni dans le nôtre, ni dans celui des gens qui ne sont pas à la bonne position. Parce que il faut pas oublier que quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, c'est le premier à en souffrir. Et donc en fait, la vraie bienveillance, c'est pas de fidéliser les gens toute leur vie, de leur dire que on va faire toute notre vie ensemble. La vraie bienveillance, c'est l'exigence, et c'est de leur dire ce qui est bien pour eux. Et il se trouve que c'est souvent parfaitement aligné à ce qui est bien pour l'entreprise. Voilà. Et donc au début, on n'avait pas cette maturité, et donc on a fait des erreurs quand on recrutait. On disait que quand tu rejoins une startup, forcément il y a plein d'opportunités, donc il y a toutes les chances pour que tu deviennes directeur commercial un jour si tu es le premier arrivé. Ouais. Mais ça, c'est une bêtise de dire ça, parce que derrière, on rame on est en coincé finalement avec cette promesse qu'on a envie de tenir, parce que des gens font des sacrifices pour te rejoindre, et la réalité du terrain qui fait que, comme tu l'as justement dit, les gens du début sont pas forcément les bonnes 3 ans après. Donc, t'en as bien sûr qui évoluent dans la direction que tu souhaites, etc. Mais c'est pas la majorité. Donc, avant, on n'avait pas cette maturité, je pense. Aujourd'hui, on l'a, et on est beaucoup plus transparent. Et finalement, ça marche tout aussi bien pour attirer des talents, d'être parfaitement pragmatique et transparent. Ils apprécient énormément notre transparence, et ils sentent qu'on peut discuter de tout, et ils prennent le pari. Voilà. Et donc oui, je te confirme que c'est un challenge d'être bienveillant, de ce qu'on appelle la bienveillance.
pour moi, a beaucoup évolué. Au début, c'était d'être super gentil, de former tout le monde, de leur offrir des opportunités à tous, chez nous, exclusivement, etc. D'augmenter tout le monde tous les ans. Et en fait, non, c'est pas ça la vraie bienveillance pour notre En collectif. fait, la bienveillance chez toi, c'est globalement traiter les gens comme des adultes, quoi. Voilà, traiter les gens comme des adultes et surtout penser à non pas à leur confort court terme, parce que le confort court terme, c'est toujours de rester là où t'es, hein. Complètement, ouais. Et finalement leur leur confort long terme. Et donc souvent leur confort, leur ambition personnelle, ça peut être effectivement soit de se former et de revenir. Là par exemple, on a quelqu'un de chez Simple et Beau qui a commencé à la relation client, qui est allé aux opérations. Là, elle est allée faire une formation de développeur informatique et je sais qu'elle revient dans 6 mois pour rejoindre l'équipe développeur informatique. Et pour moi, ça, c'est une histoire géniale de quelqu'un qui suit sa route, qui se forme, mais qui nous aime, entre guillemets, tellement, et on l'aime aussi énormément, que son poste évolue, elle va se former, elle revient, etc. Mais on va pas lui dire que tout se passe bien, qu'elle est bien à son poste, qu'elle est épanouie et qu'elle changera jamais. Voilà. Et ça fait partie de notre culture. Là, elle est totalement alignée avec la valeur ambition, qui Complètement, ouais. consiste à challenger sa position tous les 2-3 ans. Ouais, puis et justement, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu dis le confort court terme pour quelqu'un, c'est toujours de rester là où il est. En fait, dans ta logique, oui, mais dans ce que tu fais, justement, tu évites de se retrouver dans une position qui va être très inconfortable pour lui parce qu'il est resté où il est beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû, quoi. Ouais. Parce que tu peux te retrouver dans des situations de souffrance hyper fortes parce que tu es trop pressurisé, tu n'arrives plus à faire face à ce qu'on te demande aujourd'hui parce que ton rôle a évolué. Mm. Et justement, quand tu es tenu par cette espèce de promesse toxique que tu as fait au début, t'es là, mais en fait, j'ai fait tout ça pour devenir directeur commercial alors que j'étais le premier sales, alors que c'est pas du tout fait pour moi, mais je suis obligé de le faire, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est pas facile. Et je pense que honnêtement, j'étais une catastrophe par le passé sur ces sujets. Que ça a eu des vraies conséquences sur nous, sur l'entreprise, de maintenir des gens, etc. Et qu'on a mûri. On a mûri. Donc là, ce que je décris comme étant une évidence, ça n'a pas du tout été une évidence il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est le fruit d'apprentissage que tu fais Ouais. au fur et à mesure de ta progression, ce qui est normal, mais ce qui est déjà génial, entre guillemets, c'est que tu gardes ta capacité à apprendre, même en étant fondateur, tu vois. Enfin, tu peux être fondateur et tomber dans l'excès d'ego en te disant j'ai une boîte qui marche, donc je sais mieux, quoi. Et toi, c'est un travail que tu fais sur toi-même ou c'est naturel chez toi de te questionner en permanence? Alors non, ouais, effectivement, le questionnement, ça a toujours été, je pense, quelque chose de très stable chez moi et chez mes cofondateurs, d'ailleurs. On a l'humilité, je pense, de se dire. En fait, l'humilité, ça a beaucoup d'avantages et ça a aussi quand même certains défauts, hein, certains inconvénients, parce que ça a l'avantage que tu as tout le temps envie de te former, de remettre en cause tes choix, etc. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est que quand il faut embarquer les équipes, si tu te questionnes sans arrêt, c'est difficile d'être un leader, un vrai. À un moment, les gens, ils ont besoin qu'on leur dise, écoutez les gars, on va là-bas, j'en suis convaincu, et je ne doute pas. Les gens ont besoin de ça. Et trop d'humilité tue l'humilité, bizarrement. Et nous, on a plutôt ce problème-là, je pense, d'être un peu trop humble. Et c'est bizarre de dire ça se contredit un peu. Non, pas du tout, parce que on sent que c'est une croyance qui est assez ancrée dans ton... Enfin, que c'est un truc que tu as vraiment vérifié, quoi. Ouais. Et souvent, on me dit qu'il faut que je sois plus tranché. Ok. Voilà. Donc, moi, c'est un truc sur lequel je travaille, typiquement, d'être parfois un peu moins humble et d'assumer finalement des prises de position, même si j'en suis pas sûr à 100%. Voilà, on a plus de bénéfices à trancher et à avancer dans une direction, même si c'est pas exactement la bonne, plutôt que de se poser des questions sans arrêt. Alors du coup, tu penses que pour être un bon leader, il faut pas être vulnérable ou pas trop vulnérable, ça? Non, il faut montrer, je pense, certaines vulnérabilités, parce que ça, bien sûr, c'est un côté très humain et ça rend les forces d'autant plus intéressantes, quoi. Mais il faut aussi
être fort dans ses prises de décision pour que le bateau il suive une direction et qu'il aille pas à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc il faut assumer ses doutes, mais dire ok, je suis pas sûr à 100% qu'il faille faire ça, mais c'est décidé, on y va. Voilà, il y a plus de débat, il y a plus de discussion. Et j'assume quoi. Et j'assume, voilà. Et si jamais on réussit tous ensemble. Et si jamais on échoue, bah ce sera une mauvaise décision de ma part, mais on échouera en fait tous ensemble. Donc oui, pour moi ça fait partie du leadership de trouver le bon compromis quoi. Et c'est là que du coup je reboucle avec ce que tu disais au début sur la culture et l'alignement en fait. Quand tu prends une décision dont t'es pas sûr à 100%, mais tu dis écoutez, dans tous les cas elle correspond à nos valeurs, ça rend vachement plus simple de l'assumer aussi. Enfin, si tu t'es planté, t'as fait écoute, on a fait ce qu'on était et puis oui, et t'as pas de regret quoi. C'est vrai que les valeurs sont un refuge assez confortable pour prendre des décisions. Parce qu'en fait, ça rend les choses non personnelles, déjà. Et ça, c'est un petit peu des règles qui s'imposent à tous, même aux fondateurs. Et donc, ça rend les choses bien plus légitimes. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Limite, parfois, si je prends une décision qui est pas cohérente avec nos valeurs, bah, t'en fais pas que le stagiaire me le dira sans aucun scrupule et il aura raison. Et c'est là que t'as gagné en général, ouais. Et voilà, et ça c'est génial. Et donc oui, je pense que les valeurs c'est un outil incroyable de management et c'est un guide pour prendre les décisions quoi. Alors du coup, si je reviens à ton rôle actuel, toi tu veux prendre plus de hauteur, etc. Et en fait, tu as fait un choix en termes de développement de ta boîte qui est assez fort. C'est-à-dire que tu as décidé de ne pas lever d'argent. Tu parlais tout à l'heure de culture bootstrap, alors que pourtant, tu es sur une ambition de passer d'un service à un produit, de scaler, d'automatiser, etc. Donc, c'est des trucs qui, logiquement, tu vois, dans les conventions d'entrepreneuriat, t'orientent vers lever plein de fonds pour pouvoir recruter plein de gens et accélérer ton développement à fond et scaler à fond, quoi. Donc, pourquoi ce choix de pas lever? Et est-ce que c'est quelque chose qui, justement, est culturel pour ta boîte? Alors déjà, je voudrais, si tu me l'autorises, préciser ce que j'appelle par bootstrap. Ah vas-y, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs. Alors pour moi, ça veut pas dire ne pas lever, Okay. parce que en fait, on a levé un peu d'argent, mais pour moi, ça veut dire financer sa croissance plus par le chiffre d'affaires que par l'argent levé. D'accord. Parce que t'as des boîtes, elles font quasiment pas de chiffre d'affaires et sans lever de fonds, elles sont mortes. T'as des boîtes qui lèvent zéro argent et qui sont uniquement sur du bootstrap extrémiste entre guillemets. Okay. Et moi je considère que c'est du bootstrap de lever des fonds, mais tout en gardant 100% les décisions de ton entreprise. C'est-à-dire que tu peux céder une part du capital, mais tout en étant maître de toutes les décisions de ton entreprise. Et en finançant ta croissance majoritairement par ton chiffre d'affaires et minoritairement par des fonds externes. Voilà. Nous, c'est dans cette optique qu'on se positionne parce qu'on veut rester maître à bord et finalement avoir ne pas faire de la croissance à tout prix, mais faire de la croissance maîtrisée et qu'on finance majoritairement par notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc on a de l'effet de levier par de la dette, on a de l'effet de levier par des levées de fonds, mais on lève beaucoup moins que ce qu'on pourrait lever, étant donné le niveau de croissance et de chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Donc on décide effectivement d'avoir une croissance un peu moins forte que ce qu'on pourrait avoir avec des gros fonds d'investissement, etc. Mais c'est le prix à payer finalement cette croissance un peu moins rapide pour avoir finalement, je pense, une satisfaction client incroyable, des équipes qui ont le temps de consolider ce qu'on construit sans foncer forcément dans tous les sens. C'est le prix à payer aussi pour voir loin, c'est-à-dire que on peut se permettre de faire des investissements pour dans 5 ans.
des investissements techniques, tandis que quand t'as un fonds, en fait, l'échéance de temps, eux, c'est plutôt 2-3 ans, quoi, Ouais, bien max. sûr. Et donc, en fait, moi, j'adore cette idée de pouvoir lancer des projets sans ROI immédiat, mais qui, au final, nous fera gagner, je pense, la bataille, même s'il n'y a pas, de ROI immédiat, quoi. Donc, c'est ça que j'appelle une boîte bootstrap, moi. C'est une boîte libre qui finance toutes ses activités majoritairement par son chiffre d'affaires et dont les fondateurs maîtrisent l'immense majorité du capital. Oui, donc justement, ça reste un choix qui est vraiment très aligné avec ta culture de boîte, quoi. Voilà. Mais pour autant, on lève des fonds. Là, en 2022, on va lever des fonds. Ok. Mais on veut lever dans certaines conditions. Et si on décide finalement de ne pas lever, tu t'en remettras, quoi. On lèvera pas. Parce qu'on n'a pas besoin de lever. On est dans une position. Bootstrap, ouais. Voilà, on est dans une position. La boîte bootstrap, elle peut décider de lever ou pas. La boîte scale-up, etc., si elle ne lève pas, elle est morte, en fait. Ouais, complètement. Parce qu'elle est sous perfusion. Tu pilotes des taux de burn et voilà, du ROI pour ton fonds, quoi. Effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette liberté, en fait, que je défends et qui a énormément de conséquences sur le produit, sur le service, sur les investissements long terme, à mon sens. Hein. Alors justement, tu parles d'investissement long terme, de pouvoir faire des projets à 5 ans. C'est quoi ton ambition, toi, pour Simplébo ? L'ambition, c'est de créer la première agence web d'Europe en 2030. Voilà. Et ça, c'est une ambition qu'on porte à bout de bras et qu'on va atteindre grâce à des investissements long terme. Et on veut être premier. Être premier, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Il faut déterminer les indicateurs mesurables. Oui, et tout le monde peut être le premier si tu détermines les bons indicateurs, d'ailleurs. Voilà, donc nous, ce qu'on a déterminé, c'est 2 indicateurs. Le premier, c'est le NPS, donc la satisfaction client. Et le deuxième, gros indicateur, ouais. Voilà. Et le deuxième, c'est la croissance. Donc le taux de croissance sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on veut être la première en Europe en satisfaction client et en taux de croissance 3 années de suite. Voilà. Okay. Et est-ce que tu mesures le taux de croissance et l'impact de ton activité, mais sur tes clients ? Parce que le principe, c'est ils viennent te voir pour faire un site web. J'imagine que c'est quand même globalement pour accroître leur visibilité et donc leur volume d'affaires, quoi. Ouais, tout à fait. Alors en fait, nous, ce qu'on vend, en fait, il y a beaucoup d'agences web qui vendent du rêve. Ils vont dire à leurs clients, grâce à votre site, votre chiffre d'affaires va exploser, va augmenter en moyenne de 45%, comme s'ils pouvaient mesurer les choses. Nous, on a une promesse beaucoup plus saine, à mon avis, et beaucoup plus atteignable, qui consiste à dire, déjà, ce qu'on vous vend, c'est de la crédibilité. C'est-à-dire que ce qu'on vous vend, c'est le fait que quand on va taper votre nom d'entreprise sur Google, on va trouver quelque chose de canon. Voilà. Et en fait, on est convaincus, nous, que pour trouver des clients, les entreprises classiques, il y a un axe de développement qui est majeur, c'est le bouche à oreille, et que en fait, comment ça marche le bouche à oreille ? Eh bien en fait, les gens ils demandent autour d'eux qui connaît, je sais pas moi, un bon avocat. Là, on leur donne 2 ou 3 noms d'avocats. Et derrière, ce que font les gens, c'est qu'ils googlisent les noms de ces entreprises. Et c'est là que le site internet a de la valeur pour closer, pour transformer ce bouche à oreille en client. Parce que entre un avocat qui n'a pas de site internet, qui a rien, et un autre avocat qui a un beau site internet complet avec des témoignages de clients, des articles intéressants, un formulaire de contact pour prendre un rendez-vous facilement, etc. C'est évident que on aura tendance à contacter ce deuxième avocat. Et donc nous, c'est ça qu'on leur promet, et c'est une promesse qu'on peut tenir à 100%. Et ensuite, effectivement, s'ils veulent du référencement Google ou des choses comme ça, oui, on a des options qui permettent d'avoir ça. Mais on leur dit très clairement que le gain qu'on leur promet, c'est un gain en crédibilité qui va contribuer à leur chiffre d'affaires, mais qu'on ne saurait leur dire si ça va permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires de 40%. C'est un peu comme quand un avocat se paye j'en sais rien moi, un costard, des cartes de visite, etc. Il sait pas exactement ce que ça va lui rapporter, mais il sait que s'il en a pas, il est mal barré quand même en termes de crédibilité. Voilà. Et donc, contrairement à nos concurrents qui promettent
monts et merveilles en ce qui concerne le ROI. On est parfaitement transparent avec nos clients et malgré tout, on essaye de leur faire des rapports de trafic chaque mois. Hein. Chaque mois, ils ont un rapport de trafic, le nombre d'appels qu'ils ont reçus, le nombre de visites qu'ils ont reçues sur leur site internet, le nombre de demandes de devis qu'ils ont reçues. Donc ça, on peut le mesurer. Mais in fine, on n'est pas capable de leur dire que c'est plus 40% de chiffre d'affaires ou plus 30, etc. Ok, je vois. Ouais, je te pose cette question-là parce que sur ton site web, notamment, tu communiques sur ta raison d'être. En gros, permettre aux entrepreneurs de révéler leur potentiel, quoi. Tu peux leur formuler si tu la formules mal. Hein. Mais et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, tu prends des engagements. Tu t'arrêtes pas avec, juste avoir un why entre guillemets, c'est bien, mais toi, tu as réussi à le rendre assez opérationnel, quoi. Et du coup, c'était pour savoir comment ces engagements que tu prends par rapport à ta raison d'être se matérialisent dans ta trajectoire de croissance, quoi. Ouais, en fait, quand on est sur un marché sinistré, entre guillemets, comme le nôtre, hein, le site internet, c'est ce que j'appelle sinistré, carrément. Ouais, sinistré, c'est ce que je décris comme un marché où en fait il y a un déficit de confiance, c'est-à-dire que les gens se sont beaucoup fait arnaquer par des acteurs un peu requins. C'est un peu le monde des télécoms il y a 10 ans, tu vois, où tu te demandais si ou les panneaux solaires il y a 10 ans ou il y a quelques années aussi, tu te disais mais il y a tellement d'arnaqueurs dans ce secteur, c'est tellement opaque que les gens ont peur de s'y lancer, quoi, parce qu'ils maîtrisent pas. Et en fait, sur ce type de marché, je pense qu'une bonne stratégie, c'est effectivement de prendre le contre-pied des acteurs historiques et de jouer la carte de la confiance à 100%. Et donc la carte de la confiance, ça passe par des engagements gravés dans le marbre quant à ton entreprise. Et donc c'est une ADN, c'est des engagements factuels. Nous, par exemple, c'est le fait de proposer des contrats sans engagement de durée. Ça, c'est un engagement hyper fort qui dit beaucoup de choses aux clients, finalement. Il se dit, mais en fait, si j'ai aucun engagement, ça veut dire que Simple et Beau est quand même assez sûr de me satisfaire. T'es à fond dans ta valeur fiabilité. Voilà, on est transparence même. Parce qu'en fait, ouais, okay. La clé de l'engagement, c'est on te fait des belles promesses, on t'engage, et puis après, en fait, même si on tient pas nos promesses, t'es engagé. Nous, tout est cohérent. C'est-à-dire que on propose des contrats sans engagement de durée, mais c'est une évidence, vu qu'on est transparent. On n'a aucune raison d'engager les gens. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, dans ses promesses, n'a aucune raison pour moi d'engager les clients. C'est un gage de qualité finalement d'engager. Voilà. Et donc on prend ce positionnement là où 95% du marché des agences web, c'est avec de l'engagement. Notre plus gros concurrent qui est Solocal, les pages jaunes, ils sont toujours avec des engagements de durée, des commerciaux qui ont essayé de te vendre l'engagement le plus long possible, etc. Donc c'est une toute autre ADN qu'on a décidé de prendre et ça nous oblige en fait, parce que quand t'as des clients sans engagement, ça implique plein de choses derrière sur ta promesse. C'est un garde-fou finalement. Les commerciaux ne peuvent pas dire n'importe quoi. Le produit doit suivre, tout doit suivre en fait. Et c'est nous qui prenons le risque, c'est pas le client. Donc pour moi, les valeurs, elles doivent être cohérentes avec son offre commerciale. Voilà. Et du coup, c'est hyper cohérent avec, au final, ce que tu disais au tout début, qui était de dire, voilà, on a une culture de l'excellence, de satisfaction client avant tout. Et ça va très bien, en fait, à un autre niveau avec ton modèle de croissance, puisque quand t'as pas besoin de lever, entre guillemets, quand t'as besoin d'engager tes clients sur 12 mois, etc., c'est souvent que derrière, t'es en train d'essayer de mettre en avant des multiples d'ARR, de revenus annuels récurrents, qui sont des trucs qui vont très bien passer auprès des fonds, qui vont te permettre de toujours lever plus d'argent, etc. Et enfin, du coup, tout ça pour souligner que t'as cette cohérence d'ensemble sur ton modèle, quoi. Ouais, et encore, hein, c'est tu vois, ce que les fonds regardent, c'est aussi le taux de résiliation. C'est-à-dire que on n'a pas d'engagement, certes, mais on a un taux de résiliation encore plus faible que certaines boîtes qui ont un engagement. C'est-à-dire que même quand t'engages les gens, t'en as quand même qui arrêtent de payer, hein. Et puis tu vas pas aller. Oui. Voilà. Et donc en fait, ce que les fonds, les investisseurs
apprécie chez Simple et Beau, c'est que les clients restent en fait. Parce que paradoxalement, hein, le fait de savoir qu'ils sont libres, ça les fait rester. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc en fait, on est d'autant plus sexy entre guillemets pour les investisseurs, parce que les gens sont là par choix. Nos clients sont là par choix, tu vois. Si t'as j'en sais rien moi. Et donc nos clients arrêtent pas de se faire démarcher, hein, d'ailleurs, hein, par des concurrents. Oui, parce qu'ils savent qu'ils peuvent partir, mais ils le font pas parce que justement voilà. En gros, cette liberté, encore une fois, on en revient à traiter les gens un peu comme des adultes, tu vois. Enfin, tu cherches pas à aller. Et les gens partent pas. Les gens partent pas parce que les autres ils proposent des engagements, etc. Et que ce qui est la clé de notre secteur, c'est la confiance. Voilà. C'est un peu ce que Free a fait en débarquant sur le marché des télécoms, hein. Ils ont dit c'est sans engagement, c'est tout illimité, et c'est agressif en termes de prix, et surtout c'est sans engagement. Donc vous avez rien à perdre, tout à gagner à essayer, quoi. Voilà. Et donc nous c'est ce qu'on dit aussi à nos clients. Je vois très bien. Écoute, merci pour tout ça. C'est le moment de la dernière question traditionnelle du podcast. Toi aujourd'hui, tu en as déjà donné beaucoup, mais quel serait ton conseil pour un dirigeant d'entreprise qui hésite à travailler sur sa culture d'entreprise? Alors en fait déjà, je lui dirais de le faire au bon moment. Et pour moi, le bon moment, c'est quand tu commences à avoir du middle management. Parce que avant, t'es dans le rush total, etc. Après, ça commence à être trop tard, je trouve. Donc, tu vois, à partir de 20 personnes, même 15 peut-être, allez, 20-25 personnes, je dirais, c'est le bon moment. Deuxièmement, je dirais de se faire accompagner pour pas que ce soit un exercice pipeau. Parce que nous, on avait essayé de le faire nous-mêmes pendant longtemps. Et en fait, t'as quand même des gens dont c'est le boulot de faire ça pour des startups. Je te confirme. Voilà, comme je te confirme. Comme toi. Donc, soit recruter quelqu'un qui l'a déjà fait par le passé. Nous, on a recruté une VP. Tout à fait, ouais. Voilà, on a recruté une VP People dont c'était le métier avant de faire ça en tant que consultante dans des très belles boîtes. Et donc, elle l'a fait pour nous. Et derrière, elle a un poste de DRH. Ou alors, si on peut pas recruter quelqu'un à temps plein pour faire ça et d'autres trucs, passer par une entreprise dont c'est le métier, parce que voilà. Et troisième conseil, ne pas attendre un ROI immédiat, parce qu'il y en aura pas. C'est évident. Mais voir ça comme un investissement pour dans 6 à 12 mois. Et paradoxalement, on y passe du temps, mais derrière, ça nous en fait gagner énormément. Parce qu'en fait, on crée grâce à la culture, grâce aux valeurs, on crée un cadre, on crée un carré, comme je disais tout à l'heure, dans lequel nos équipes vont pouvoir évoluer. Et donc ce cadre, plus il est clair, moins on a besoin de faire du micromanagement, moins on a besoin de corriger des choses qui ont été faites qui sont pas alignées avec ce qu'on veut. Et donc je trouve que c'est un actif, en fait, la culture d'entreprise, qui a un ROI énorme pour la qualité de vie des dirigeants, en fait. Ça nous empêche finalement de passer du temps à répéter des trucs, etc. On crée un système et après les gens ils évoluent dedans. Et si jamais on veut corriger quelque chose, on corrige le système, on corrige pas les gens. Voilà. Et ça au moins c'est scalable entre guillemets. Quand on a une équipe qui grandit, t'as pas à faire un burn-out pour manager les gens vis-à-vis des valeurs. T'as créé le système qui s'auto-suffit. Voilà. Ce seraient mes 3 conseils. Écoute, je pense que c'est un super mot de la fin. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Merci beaucoup, Alexandre. C'était hyper cool. Merci, Vincent. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.